Bonjour Charles-Henri Gallois. Alors, vous êtes le président fondateur du mouvement Génération Frexit et l'auteur du livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Et vous venez nous expliquer aujourd'hui pourquoi vous êtes signataire de la pétition pour un référendum concernant l'appartenance de la France à l'Union européenne. Bonjour, oui, effectivement, pour ma part, en tout cas, je suis militant du Frexit depuis plus de 8 ans et à la tête de ce nouveau mouvement, Génération Frexit, qui est né le 14 juillet 2020. Et oui, je soutiens évidemment cette pétition parce que Génération Frexit, à titre personnel, nous sommes pour le Frexit et je pense que le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne est le moyen le plus crédible, rationnel et sûr d'obtenir justement ce Brexit. Et d'une manière générale, je pense que c'est un moyen très démocrate puisque, et j'imagine qu'on va y revenir, on peut être pour un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, que l'on soit pour ou contre la sortie ou le maintien. Et donc, ça me paraît élémentaire et démocratique. Et d'ailleurs, on va certainement y revenir, mais parmi les soutiens dont j'ai l'honneur de faire partie, il y a à la fois des gens qui sont pour le Frexit, des gens qui sont contre le Frexit, mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il est démocrate et normal d'obtenir ce référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Alors justement, avant de parler de l'Union européenne de manière générale, donc cette pétition, donc on va marquer le lien pour que les gens puissent aller la signer. Donc on a compris l'idée. L'idée c'est de ne pas faire la promotion d'un parti en particulier, d'une orientation particulière en particulier, mais au contraire d'essayer de capter de s'ouvrir à un maximum de gens, même pourquoi pas des gens qui seraient pour l'Union européenne à la rigueur, mais qui veulent qu'on ait une consultation citoyenne pour que ça soit une décision qui vienne du peuple et pas une décision qui vienne d'en haut, de savoir si on reste dans l'Union européenne en fait. Là, il y a deux points importants en fait dans ce que vous venez de dire. C'est évidemment, ce n'est pas la pétition d'un parti, mais d'un mouvement, parce que Génération Frexit, c'est plus un mouvement. On n'a pas une obsession électoraliste. On veut avant tout défendre des idées. Si l'élection nous paraît la manière la plus sûre d'y arriver, on ne l'exclut pas, mais c'est pas du tout notre priorité première. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour tous les soutiens, parce que parmi les soutiens, moi je ne suis pas un homme politique, j'ai un travail à côté, mais on a aussi des hommes politiques qui sont soutiens de cette pétition et ils le sont en tant que personnalité et non pas en tant que parti. Et ça, tous ceux qui sont à l'origine de cette pétition voulaient que ce soit comme ça parce que on ne veut pas que ce soit justement la pétition d'un parti, ce sont des personnalités et des personnes en tant que citoyens qui soutiennent justement cette pétition. Donc voilà, au niveau du cadre, c'est très clair là-dessus. Et vous avez aussi raison sur le deuxième point. Ça ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont pour la sortie de l'Union européenne ou critiques de l'Union européenne. Et d'ailleurs, parmi les soutiens qu'il y a à l'heure actuelle dans la pétition, il y a plein de gens qui ne sont pas pour le Frexit, mais qui considèrent que les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont largement changé. Je rappelle que l'Union européenne a été créée de manière officielle avec le traité de Maastricht. L'entrée en vigueur du traité de Maastricht, c'était le 1er novembre 1993. C'était d'ailleurs à ce moment-là que le lancement officiel de la pétition. Et bien, depuis ce temps-là, les conditions d'appartenance à l'Union européenne ont radicalement changé. Et si on est démocrate, il est normal, le oui au traité de Maastricht l'avait emporté d'une courte tête, 51% contre 49%. Il est normal de demander maintenant l'avis aux Français pour savoir s'ils sont d'accord avec ce qu'est devenu l'Union européenne quasiment 30 ans après. Et les conditions d'appartenance, comme je l'ai dit, ont largement changé. Si vous prenez 51-49, le traité de Maastricht, après cela, il y a eu des changements majeurs. Il y a eu évidemment en 1999 le traité d'Amsterdam qui a donné quasiment toute la politique migratoire à l'Union européenne, ce qui n'est évidemment pas rien. Il y a eu après ça, en 2001, le traité de Nice qui a amené l'élargissement à l'Est, les élargissements successifs de 2004 et 2007, et donc la concurrence
déloyale, sociale, fiscale au sein même de l'Union européenne. On le voit avec les nombreuses délocalisations en Pologne, en Roumanie, etc., avec des salaires évidemment bien moins importants qu'ici. Il y a eu aussi le traité de Lisbonne, donc suite d'ailleurs au refus de la Constitution européenne. Le traité de Lisbonne avait moins d'avancées, mais il y avait quand même l'idée d'une politique commune de défense et avec un représentant diplomatique de l'Union européenne, donc une avancée sur l'Europe de la défense ou enfin, l'Union européenne de la défense ou une européenne diplomatique. Il y a eu après ça la crise de l'euro, le TSCG en 2012 qui a mis complètement dans la main de l'Union européenne toute la politique économique et sociale. Et bien sûr, on est dans cette période maintenant depuis 2016 et le vote courageux de nos amis britanniques pour sortir. Depuis 2016 à nos jours, on est en période de Brexit et le Brexit a eu des conséquences concrètes pour l'Union européenne, à savoir l'explosion des coûts pour les contributeurs nets, dont la France fait partie. En l'occurrence, à partir de 2021, notre contribution au budget de l'Union européenne va augmenter de 5 milliards d'euros. On va payer 13 milliards d'euros en net par an en plus, une contribution de 29 milliards. Et pour ce qui est à côté de le fameux plan de relance de l'Union européenne en pleine période de Covid, on nous parle beaucoup des 40 milliards que la France va recevoir, on parle beaucoup moins des 80 milliards que la France va payer. Le coût net sera de 40 milliards pour la France, donc c'est absolument colossal, des engagements jusqu'à 2058. Et en plus de ça, en contrepartie de ce plan de relance, il y a des réformes qui doivent être données. Je lisais un article espagnol ce matin qui expliquait qu'il n'y avait que 13% des fonds qui allaient être donnés et tout le reste serait conditionné à des réformes structurelles pour l'Espagne. C'est la réforme des retraites et la réforme du marché du travail. C'est peu ou prou la même chose en France avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage qui va revenir par le biais de l'Union européenne. Et donc, effectivement, les conditions d'appartenance ont largement changé. Si on isole la question financière, c'est un petit peu comme si vous êtes locataire, vous avez un loyer à 500 euros et du jour au lendemain, votre propriétaire vous dit écoutez, le loyer, on va le passer à 1000 euros. Les conditions ayant radicalement changé, c'est normal, vous vous posez la question est-ce que je reste ou est-ce que je sors? Et pour l'Union européenne, c'est exactement la même chose. Les conditions d'appartenance ayant radicalement changé, tout démocrate, qui soit pour ou contre la sortie, doit dire il est normal que le peuple français puisse se prononcer et donner son avis s'il faut rester ou sortir compte tenu de ces conditions qui ont largement changé. C'est avant tout, en fait, une question démocratique. Ce que vous dites là, en fait, c'est pour répondre à des personnes qui diraient que les Français seraient majoritairement pour le projet européen, puisqu'ils avaient voté pour de pas beaucoup, hein, d'ailleurs, ça s'était tenu à 50 quelques pourcents au traité de Maastricht. Mais évidemment, on est très très loin de ce qui était proposé par Maastricht. Notamment la disparition des quotas laitiers, par exemple. Bon. Oui, il y a aussi un point que je n'ai pas évoqué dedans, parce que ce n'est pas traité en tant que tel. Il y a le recul qu'on peut avoir aussi sur la question de l'euro. Je veux dire, ça fait 20 ans maintenant qu'on a l'euro, ça permet d'avoir un certain recul et de faire un bilan de l'euro et toutes les promesses qu'il y avait sur l'euro. Rappelez-vous, l'euro qui devait apporter plus de croissance, l'euro qui devait amener moins de chômage, l'euro qui devait limiter la dette publique. Ce sont d'ailleurs tous les sujets, enfin des sujets que j'évoque dans mon livre que vous avez eu la gentillesse d'évoquer, les illusions économiques de l'Union Qu'on européenne. voit derrière vous d'ailleurs. Sur ces sujets-là, on peut faire un bilan. Voilà, exactement. Oui. Alors, moi, vous prêchez un convaincu, hein, si vous me dites que tous ces arguments-là, ça me parle totalement. Maintenant, une pétition pour lancer un référendum, est-ce que vous pensez, malgré, enfin, aux événements récents, est-ce que vous pensez que la majorité des Français serait pour un Frexit? Parce que tous ces éléments que vous dites là, ils sont très pertinents, mais encore faut-il que les gens en aient conscience. Alors, là, vous avez raison, mais si j'ose dire, c'est un peu la deuxième étape. L'idée, encore une fois, là, c'est de rassembler tous ceux qui sont pour la sortie ou non, mais qui sont démocrates et qui veulent ce référendum, avoir ce référendum. Je rappelle que au Royaume-Uni, celui qui a amené le référendum, même si c'était par électoralisme, C'était c'était David Cameron, qui lui-même était pour le maintien. Donc, comme quoi, il peut y avoir des gens qui sont pour le maintien et qui sont démocrates. Mais effectivement, à partir du moment où on aura obtenu ce référendum, et cette pétition sera évidemment un moyen de pression pour l'obtenir. Au Royaume-Uni, ils ont mis beaucoup de moyens de pression aussi pour obtenir ce référendum. Et à partir du moment où on va obtenir ce référendum, je serai du côté de ceux qui militeront pour la sortie. Et pourquoi je pense que c'est encore davantage possible
via un référendum qu'une élection classique, c'est très simple et on l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu en 2005 en France. Le problème, c'est que sur une élection classique et même sur la reine des élections en France, à savoir l'élection présidentielle, l'Union européenne n'est traitée que comme un volet, comme un sujet annexe parmi d'autres entre économie, culture, agriculture, éducation, et vous avez le volet Union européenne. Donc vous n'avez pas un vrai débat sérieux sur la question. Or, quand vous avez un référendum spécifique sur la question, et a fortiori quand c'est un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, là, vous avez un vrai débat et si je veux dire, là, les gens doivent sortir du bois et se positionner. Et ce débat amène la réflexion, et c'est toute la vertu du débat et du référendum, amène la réflexion au niveau du peuple qui peut trancher. Et pourquoi je pense qu'on peut le gagner? Il y a des exemples très concrets. Déjà, on pourra parler concrètement du sujet. Je pense que les arguments rationnels sont du côté de la sortie. Mais après, il y a aussi des exemples historiques. 2005, je rappelle que les premiers sondages, fin 2004, donnaient le oui à la Constitution européenne à 69%. Après ça, il y a eu un débat. Les gens ont pu écouter ce débat, ils ont pu trancher. On est passé de 69% pour le oui à 55% pour le non. Et des gens nous disent, oui, bon, si vous parlez du Royaume-Uni, c'est pas pareil. Le Royaume-Uni a toujours été beaucoup plus eurosceptique. Oui, il y a toujours eu une tendance eurosceptique au Royaume-Uni, mais il n'empêche que un an avant le référendum sur le Brexit, les sondages donnaient le maintien à 66%. Or, il y a eu une belle campagne, il y a eu une belle campagne du côté de Labour Lead, il y a eu une belle campagne de la campagne officielle du Leave avec Boris Johnson, Michael Gove, et il y avait évidemment la campagne de Nigel Farage à Aaron Banks de Leave.eu. Et ils ont fait une très belle campagne, ils ont passé ce 66% à un oui de maintien à 52% pour le Brexit. Et c'est pour ça que je pense sincèrement que si on obtenait ce référendum, il serait possible de le gagner. En tout cas, personnellement et même au nom de tout le mouvement de Génération Frexit, évidemment, qu'on se battrait en tant que plateforme du Frexit pour la sortie de côté. Mais le débat démocratique veut de toute façon que chacun se positionne après en son âme et conscience sur cette question. Mais ce qui est primordial, c'est déjà d'un point de vue démocratique d'obtenir ce référendum. D'accord. Alors, pardon, je parle de coq à l'âne, mais tout à l'heure, vous aviez parlé de célébrités. Vous avez déjà des soutiens officiels de personnes connues qui se déclarent pour votre mouvement? Pour le référendum, vous voulez dire, ou pour le Oui, mouvement? oui. Pardon, pour la pétition, en fait, qui sont signataires de Oui, la pour la pétition. pétition, il y a déjà 48 personnalités qui soutiennent cette pétition, en sachant en plus qu'on a procédé par vague. Il y a déjà eu deux vagues de 24 et qu'il y a une troisième vague qui est en cours. Donc il y aura encore d'autres personnalités qui vont soutenir cette pétition pour ce référendum. Il y a des gens que vous connaissez, je ne vais pas citer les 48, mais il y a des personnes comme Guillaume Bigot, Charles Gave, Olivier Delamarche, Idriss Aberkan, Alexis Poulain, Régis de Castelnau. On a vraiment beaucoup de personnalités connues qui soutiennent cette pétition. Et évidemment, ce n'est pas fini. Donc là, si on revient très concrètement sur la pétition, donc moi je veux la signer, je vais sur le site en question, je marque mon nom, prénom, c'est ça, et puis On a voulu déjà avoir un site dédié pour pouvoir animer et faire vivre cette pétition, parce que les problématiques des sites change.org, mes opinions, ou même faire directement une pétition sur le site du Sénat, c'est que des formats préfabriqués qui sont assez moche, il faut le dire, et on ne peut pas animer. Alors que là, l'avantage dans cette pétition, c'est que c'est un site propre, donc vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, votre mail, et après, vous pouvez à la fois évidemment vous inscrire pour recevoir des informations relatives à cette pétition, l'évolution, les actions de terrain et autres. Vous pouvez aussi cocher pour militer pour la pétition parce que la pétition ne va pas rester dans une sphère en ligne. Il va y avoir des tables d'information, il va y avoir de l'action de terrain, exactement comme il y avait eu d'ailleurs à l'époque du référendum d'initiative partagée sur les aéroports de Paris. Donc il va y avoir des actions de terrain. Et quand vous cochez militer, vous allez militer avec tous ceux qui se sont inscrits justement pour militer pour cette pétition. D'ailleurs, le matériel militant est en cours et à ce titre-là, je remercie tous les donateurs parce qu'en plus des informations de militer, il y a la possibilité de faire un don et tous les dons qui sont reçus
via ce site de la pétition vont évidemment uniquement au financement du matériel de la pétition. On a des milliers de tracts, des tables d'information, des badges, des affiches qui ont pu être imprimés, qui vont être livrés sur les différents coins de France pour pouvoir permettre de faire ces tables d'information. Et à ce titre-là, évidemment, il faut remercier tous les donateurs qui permettent de faire vivre concrètement sur le terrain cette pétition. Et évidemment, avec les conditions sanitaires, ce n'était pas facile de le faire, mais les actions vont démarrer là, dès la fin du mois de janvier. Et ça va être l'occasion de toucher les Français sur le terrain et de ne pas rester dans la bulle Internet. Mais évidemment, sur Internet, j'invite tout le monde à partager ce lien et cette pétition de référendum tradeunionfrexit.org et de le partager au maximum autour de vous parce que c'est plus la pétition va prendre de l'ampleur et plus ça sera quelque part un moyen de pression pour obtenir ce référendum. On peut aller voir évidemment tous les candidats qui seront présents et sur la ligne de départ à la présidentielle, mais ça ne se limite pas à ça, c'est un vrai marathon. Après, ce sera aussi, on peut aller voir les députés et autres, envoyer également au président de la République. On n'a pas eu d'espoir pour Emmanuel Macron, mais peut-être son successeur aussi. Donc ce moyen de pression, c'est par la pétition et par le volume des signatures qu'on pourra mettre la pression pour obtenir ce référendum et finalement donner la parole au peuple français. Et alors, est-ce que vous fixez un nombre de signatures à atteindre, par exemple, avant de la transmettre à un organisme ou quoi? Le maximum, mais de toute façon, on a des ambitions élevées. Évidemment qu'on veut passer le million de signatures, mais voilà, on fait le maximum et si on peut en avoir plus, on en aura plus. Mais on a des ambitions très élevées là-dessus. Alors là, elle a été ouverte il y a peu de temps, donc on a passé les 11 000 signatures, mais on veut monter en puissance via des actions de terrain et évidemment aussi en activant la notoriété de tous les soutiens, puisque c'est le but que cette pétition fasse le maximum de bruit, mettre ce référendum au cœur du débat public, et c'est comme ça qu'on pourra mettre la pression, et que soit par pression, des politiques s'en saisiront, ou alors tout simplement, plus cette pétition monte, et plus finalement, par électoralisme, certains politiques pourraient s'en saisir, comme l'avait fait David Cameron, et on pourrait obtenir par ce biais-là le référendum. En tout cas, c'est la façon la plus pragmatique et, si je veux dire, plausible pour obtenir ce référendum en France. Voilà, donc en fait, la conclusion, c'est que après qu'un certain nombre, une quantité substantielle de personnes les signé, notamment des personnes connues dans le monde politique ou journalistique, etc., que des personnes qui voudraient éluder la question soient obligés de la traiter en fait et de s'exprimer en raison de ça, et que si jamais ils sont contre l'idée d'un référendum, qu'ils soient obligés de se justifier en fait. C'est ça. Et qu'on mette en avant finalement leur côté antidémocratique. Oui, encore une fois, c'est à titre personnel, c'est pas la position de la pétition du référendum, mais à titre personnel, par exemple, moi je suis pour le Frexit. Et pour les politiques d'une manière générale, c'est beaucoup plus simple de balayer d'un revers de la main et de dire bah non, moi je ne suis pas pour le Frexit, circuler, rien à voir. Or, pour des politiques, c'est beaucoup plus compliqué de dire je suis contre un référendum sur l'appartenance à l'Union Voilà. européenne, parce que là, ça veut dire qu'on n'est pas démocrate. Et donc, on va pouvoir aller voir tout le monde, et effectivement, ceux qui refusent, bah, ça veut dire quelque part qu'ils ne sont pas démocrates, puisqu'ils Pour la ne veulent pas démocratie. poser la question au peuple français, quand bien même les conditions d'appartenance ont largement changé. Donc là, ce n'est pas une question de pour ou contre le Frexit, c'est une question de pour ou contre la démocratie. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour les politiques de refuser ce référendum, à moins, encore une fois, d'assumer clairement de ne pas être démocrate. Donc, si moi je veux diffuser un maximum cette pétition, j'en parle autour de moi, j'en parle sur les réseaux sociaux, voilà, j'en parle à mes collègues, mes amis, etc. C'est ça qu'il faut faire en fait. Exactement. Et sur le site, derrière, il y a une page spécifique pour les actions. Alors, pour le moment, pour militer, il y a un mail type que vous pouvez copier-coller et envoyer via des chaînes de mail autour de vous. Il y a aussi des visuels que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux qui sont présents. Et quand les actions de terrain vont commencer, là aussi, il y aura une communication et il y aura une section dédiée sur le site internet de la pétition pour montrer les actions de terrain, ce qui permet à la fois, évidemment, de communiquer dessus, de créer une émulation, une dynamique, mais aussi les gens qui voient une table d'information au niveau de leur région, bah, ils peuvent
contacter via l'adresse générique mail de la pétition, ils peuvent contacter pour eux aussi se joindre et militer pour ces tables d'information et pour obtenir ce référendum. Donc, c'est un beau projet. On en est vraiment qu'au début. C'est pas un sprint. C'est un Une course de fond. exactement. C'est Très pas un bien. sprint. C'est une course de fond et comptez sur nous pour absolument ne rien lâcher. On va continuer inlassablement à promouvoir cette pétition et à se battre pour l'obtention de ce référendum. Et donc, on se battra quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Et c'est pas, si j'ose dire, un coup de communication d'opportunité. Non, non, c'est un projet de long terme qu'on va mener. Et le but final, et on va rien lâcher là-dessus, c'est évidemment d'obtenir ce référendum et on se battra le temps qu'il faut pour l'obtenir. Charles-Henri Gallois, merci. À bientôt. Merci à vous.